Et ce décret, d'abord, le jour où je suis rentré, j'ai rencontré, on m'a dit de venir fêter, je crois, la victoire de la garde républicaine. Je dois vous dire qu'en quittant la maison, j'avais appris que les douaniers, en réalité, s'organisaient pour mettre en péril ces réformes. J'étais tellement mal en point. Et lorsque je suis arrivé, les militaires, parce qu'ils constituent mon corps, voici ce que nous avons gagné. Chers compatriotes, je vous félicite. Et c'est là où, en réalité, je reconnais. J'ai commencé par faire des déclarations. Mais parce que j'avais une conviction que ces réformes-là, il fallait les faire. Mais, cher ami, je n'avais pas l'autre dimension que je ne pouvais pas savoir. C'est ce qui pouvait être fait. Donc, je disais que le deuxième retour, lorsqu'ils ont commencé, alors finalement, on m'a fait signer le décret. Ce décret-là, vous l'avez vu, le décret indique les principes généraux. Le scanning, le tracking, le contrôle des importations. Les principes généraux. Et cela nous dit que ça a été accordé, je crois, au groupement SGS Bénin Contrôle. Il y a le secrétaire général qui m'envoie le papier, il appelle. Qu'est-ce que les ministres ont dit? Rien. Je peux signer? Il me dit oui. S'il y a des problèmes, tu es mort. Il me dit, monsieur le président, on ne va pas en arriver là. Donc j'ai signé. Mais le décret n'a pas spécifié qu'ils ont signé un contrat. Donc on en était là, lorsque, tout brusquement, j'apprends que le port est bouché. De quoi s'agit-il? Donc jusque-là, je croyais, franchement. Et mon collègue du Niger m'appelle, mon ami, mon frère. Quel crime nous avons commis au Niger? Nos pharmacies sont vides, les marchés sont vides. C'est lui qui m'a alerté. Il dit oui, d'accord, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Mais pourquoi nos camions sont bloqués depuis 1 mois et demi au port? Comment? Et c'est comme ça que j'ai appelé le ministre, etc. et tout ça. Qui me confirme que oui, c'est vrai, le port est bloqué. Pour quel motif? Les chauffeurs, les transporteurs ne veulent pas payer la balise. Parce que la balise, il faut payer 97 000 pour démarrer. Ils ont fait pratiquement les formalités. Bâchés, ficelés, etc. Ils étaient près de 800, mes chers compatriotes. Et j'étais dépassé. Je suis parti, je dis, mais ça, c'est dans mon pays que c'est. Le port était bouché. Aucun navire ne pouvait accoster. Parce qu'il n'y avait pas de place pour débarquer les marchandises. Donc, je suis arrivé. D'abord, la veille, j'ai pris la précaution, parce que il faut que ça me devienne maintenant progressivement, de réunir les acteurs. Qu'est-ce qui se passe au port? Ce port-là, si on le tue, ça veut dire qu'on aura décidé autrement du sort de notre peuple. Et c'est là où, comment dirais-je, Bénin Contrôle. Il était là, mon cher ami, Patrice Talon, qui a pris l'engagement, après les discussions, en disant que c'est à cause des problèmes de balises. Les gens ne se sont pas entendus, le prix de balise était trop élevé. Et les journalistes prennent l'engagement, bon, je vais livrer la balise gratuitement, pour que les camions partent. Je me réveille le matin, j'apprends qu'à 7h, 8h, j'ai dit 8h, il faut que les choses bougent. 8h30, le temps de m'habiller et tout ça, qu'est-ce qui se passe au port? On me dit non, rien ne bouge. Comment? Donc c'est comme ça que... Passez-moi, Patrice. Talon. On me dit non, il est à Paris. Il dit, comment ça? Et l'engagement qu'il a pris. Donc je suis parti furieux au port. Et j'ai dit, bon, faites-moi venir les militaires. Les balises, allez, je ne le connais plus. Si c'est comme ça, eh bien, ça veut dire qu'on n'a pas fini nos problèmes. C'est comme ça qu'on a fait près de 800 titans qui ont été évacués.
environ 400 ou 700 à Alada. Quelque chose de ce genre. Alors, je dois vous dire une chose. Il faut que je fasse ce rappel. Lorsque le port a été engorgé complètement et qu'on ne pouvait pas faire des choses, il est venu, M. Talon, pour dire, à l'époque, c'était la guerre entre lui les manutentionnaires, entre lui les douaniers, entre lui les transitaires, entre lui, etc., etc. Personne ne voulait le voir. Alors, avec des conseils, comment nous allons faire, etc., etc. Donc, il est venu, Monsieur le Président, puisque les navires ne peuvent pas venir, j'ai commandé du matériel pour Alada. Ce que je souhaite, c'est que vous preniez une décision pour que Alada soit le prolongement de ce. J'ai déjà commandé, il a déjà pris la décision. J'ai déjà commandé, je souhaite que vous preniez une décision, donc que vous m'autorisez, que le port, que Alada soit le prolongement du port de Cotonou. Je ne peux pas prendre cette décision seule. Ça doit aller au Conseil des ministres. Et j'ai appelé, effectivement, bon, écoutez, introduisez la communication. Mais il n'y avait pas de choix. Et lorsque ça a été fait, et puis, bon, voilà, et c'est comme ça qu'Alada a été inscrit. Mais, mes chers compatriotes, c'était le début de notre calvaire. Parce que les manutentionnaires s'opposaient en disant, mais comment transporter, faire venir leurs conteneurs, les conteneurs dont ils ont la garde, qui va assurer la sécurité de ces conteneurs, l'assurance, la sécurité, etc. Le transport, on dit que c'est le train. Le train qui ne pouvait pas prendre plus de 90 conteneurs. Ça, c'est des informations qui sont déjà assurées. Je vous donne ces éléments vraiment à grands traits. Pas plus de 90 conteneurs. Conclusion. Alada qui est devenu, à un moment donné, qui pouvait nous aider, ne pouvait pas, ne pouvait plus. Mieux, là aussi, il y avait un front anti-Alada, en disant que les choses sont chères. Alors, donc lorsque je suis parti pour l'évacuation, je me suis rendu compte que il disait, le barème est élevé, monsieur le président. Sauvez-nous, le barème est élevé. Les Ibrahim, là, transporteurs, là. De quel barème? Ah oui, le contrat, là. Le contrat. Il y a un contrat. Je ne le savais pas, mes chers compatriotes. C'est comme ça que je suis revenu. Un contrat a été signé. Donc j'ai dû faire pression sur Mme Adidja. Elle était ministre des Choses. C'est elle d'ailleurs qui est venue au conseil. Je faisais tellement de bruit. Et j'ai dit, mais quel document vous tournez là? Elle me dit, c'est le contrat. Parce qu'en réalité, je m'en prenais à elle. Ça, je le reconnais. Je l'accusais. Vraiment, je profite de cette occasion pour lui dire que c'est parce que je croyais qu'elle était impliquée. Donc c'est comme ça qu'elle m'a dit, non, monsieur le président, je suis venu retrouver le document. Donc lorsqu'elle m'a vu, on m'a montré le contrat, j'avais le vertige. Vous allez tuer le port. Alors, conclusion. Lorsqu'on en était là, j'ai dit, bon, puisque je savais qu'il devait aller avec SGS, avec SGS. SGS dans la convention, écoute, dans notre convention, c'est moi qui vais faire les opérations. Je vois, lorsqu'on a fini par me montrer le contrat, je vois Benin Contrôle seul. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pourquoi j'ai appelé mon ambassadeur en Suisse, puisque le siège de SGS est en Suisse. J'ai appelé mon ambassadeur et j'ai dit, où est-ce que vous êtes? Il me dit Cotonou. Il dit, quel Cotonou? Il sonnait, demandez-moi, 18 heures. Allez, habillez-vous, vous allez prendre Air France cette nuit-là. Vous irez en Suisse pour me faire l'historique, qu'est-ce qui se passe entre le groupe Benin Contrôle et SGS. Et vous me rendez compte immédiatement. Donc c'est comme ça que, de là-bas, lui m'a dit, monsieur le président, vraiment, l'air est grave. Les gens, ils ont fait du faux. Donc, si je veux résumer ce qu'il a dit, c'est que lorsque M. Talon a saisi SGS, je dis bien le rapport qu'il m'a fait, écrit aussi, et au téléphone. Parce que lorsqu'il m'a parlé au téléphone, il dit, écrivez ça. Parce que les écrits demeurent.
Pourquoi demain vous ne dites pas que vous n'avez pas dit? Donc c'est là qu'il dit, et comment dirais-je, lorsque M. Talon les a approchés, il dit, votre pays est difficile. Personne ne gagne des marchés là-bas. Il dit, non, ce n'est pas possible, ce marché-là, ça sera gagné. Deuxième condition, c'est moi, SGS, c'est moi qui viens organiser les choses. C'est plus de 78 000 agents dans le monde, présents dans près de 40 pays en Afrique, ou dans le monde, pardon. C'est moi qui dois le faire. Nous allons signer une convention entre vous et nous. Il lui a dit, pas de problème. Et dans la foulée, M. Talon a créé, je crois en janvier, Bénin Contrôle. Donc, depuis lors, on met SGS, Bénin Contrôle. Donc, c'est sur cette base-là, d'ailleurs, qu'ils sont allés, comment dirais-je, à l'appel d'offres. Mais l'appel d'offres, tel que ça a été noté, ça, je suis en train de faire une synthèse. L'appel d'offres, tel que ça a été noté, 80% volet technique. On parle du partenariat, du partenaire de référence, du partenaire technique. Parce que c'est le moteur. Et c'est comme ça que, comment dirais-je, ils ont attribué le marché et la notification a été faite à SGS, Société Générale Suisse. La notification n'a pas été faite à Bénin Contrôle. Ça a été fait à SGS Suisse. Lorsque cette dernière a reçu la notification, appelle M. Talon, donc Bénin Contrôle cette fois-ci, pour dire, venez, nous allons signer la convention qui nous a permis de gagner. En tout temps, il serait allé, j'ai dit, selon le rapport de mon ambassadeur, pour dire, mais écoutez, moi, je suis un homme d'affaires. Je suis un homme d'affaires, ma marge doit être de temps. Et c'est vous qui allez payer, qui allez encaisser. Et vous allez me payer tous les 3 mois. Vous, SGS, et vous me versez ma marge. SGS lui a dit, si on implique cette marge-là, c'est comme si on surfacturait le Bénin. L'autre aurait dit, ou alors vous baissez votre part. Ils ne sont pas entendus. Bon, il a balancé SGS. Donc, SGS a perdu contact avec lui. Il rédige un contrat lui seul, dont SGS n'est pas informé. Selon SGS, c'est que je suis en train de rapporter, hein, il rédige son contrat seul et il va signer avec les ministres. Bénin Contrôle. Est-ce qu'on lui a demandé, mais écoutez, le marché a été notifié à SGS. Est-ce que vous avez une procuration de SGS pour que vous signiez sous le nom de Bénin Contrôle? Est-ce qu'on le lui a demandé? Je ne sais pas. Est-ce qu'on lui a demandé pourquoi c'est Bénin Contrôle qui a signé? Je ne sais pas. Donc c'est comme ça que, en réalité, le marché a été géré. Alors, lorsqu'il a balancé SGS, il est parti vers Bivac. Donc, avec le même principe, si nous prenons par exemple le contrôle des importations, Bivac, qui est en 3e position, a proposé 0,40% sur la valeur d'importation. Et c'est l'État qui va payer, qui va appuyer dans la trésorerie pour le payer. Donc, il est allé voir Bivac pour dire il faut porter ça à 0,70%. Donc, lui, il gagne 0,30%. Ce que SGS avait refusé. Donc, en conclusion, parce que on a d'autres dossiers, j'ai voulu vous dire quoi? La conclusion, c'est ceci. Autre chose est la conception du projet Mali, et autre chose est la gouvernance du projet. Si je dois vous m'amener, dire que j'ai un problème de temps, je ne peux pas donner tout dire. La conclusion est quoi? Je vous dis, au cours des 3 mois, les 3 premiers mois, il a dit encaisser plus de 20 milliards. Le port a commencé par s'essouffler. Les raisons sont évidentes. On a beaucoup de facteurs internes d'abord qui ne sont pas. D'abord, le fait que, je le reconnais, ça je le reconnais. Et on ne s'est pas donné un temps de sensibilisation. On ne s'est pas donné un temps de sensibilisation. Sensibiliser la famille portuaire, sensibiliser les opérateurs économiques, sensibiliser les pays de la sous-région. Parce qu'une réforme de ce genre suppose que nous coordonnions les politiques portuaires entre tout au moins
Cotonou-Lomé. Ce que nous avons fait, ça se traduit par un surcoût des importations. Je viens de vous parler du cas, par exemple, du contrôle des importations. Alors, le scanning, si vous venez avec 1000 conteneurs, s'il scanne un conteneur, il facture les 1000. Alors, prenons un homme d'affaires qui veut faire passer ces conteneurs en transit. Il a le choix de passer par Cotonou ou a le choix de passer par Lomé. Bon, alors, il dit, bon, je passe par Cotonou. Par Cotonou, que ce conteneur soit scanné ou pas, il est soumis aux frais de scanning. Les conteneurs arrivent au Niger, ces conteneurs sont scannés. Donc il paie 2 fois les frais de scanning. Il décide de passer par Lomé. Lomé ne scanne pas les conteneurs en transit au Niger. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir pourquoi celui-là va préférer Lomé à Cotonou? Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? En conclusion, je ne veux pas rentrer dans le détail de la gestion, l'histoire du tracking, ou le fait qu'on met les balises, soit c'est les chauffeurs même qui enlèvent, soit c'est la batterie qui lâche. Donc, nous avons conçu un projet qui fait une hypothèse qui dit qu'on fait l'hypothèse que les fraudes qui existaient vont cesser et ceci va nous ramener près de 600 milliards de francs CFA en plus de ce que nous prenions avant. Voilà l'hypothèse. Mais si nous ratons le contrôle des évasions, eh bien, ça veut dire que le projet tombe. Nous sommes arrivés à ce cas où, en réalité, les fraudes n'ont pas cessé. Les fraudes n'ont pas cessé. Donc, en conclusion, pour répondre à Malik, je ne veux pas faire de choses. 1. Notre port, l'objectif numéro 1, ne pas isoler le port. On n'a pas atteint cet objectif. Pour la simple raison, comme je viens de vous dire, si on ne s'aligne pas, si on ne fait pas, si on n'améliore pas. Quand je parle de PVI, ce n'est pas le PVI, ça, je vais être honnête. Les manutentionnaires,